et on va commencer par accueillir notre invité du jour, Laurent. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Salut, ça boum. Et vous? Écoute, ça Vous allez boum bien? aussi. Ouais, ça va et toi? Bah, très bien, hein. Petite soirée festive hier avec ma femme pour les 100K. On était contents. Ah, vous faites des soirées pour les 100K, j'allais dire un anniversaire de mariage, un événement Non, perso, non, OK, génial. non, 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 juste après le boulot, j'ai dit à ma femme, allez, faut quand même que je débouche une bouteille. Ça faisait longtemps que je l'attendais, celle-là. C'est vrai que ça faisait un bail et d'ailleurs ça sera la première actualité dont on va parler dans la revue de presse, évidemment. Il y en aura d'autres évidemment. Ici, on parle assez peu, trading et pricing, mais on ne peut pas Ouais, évidemment ne ouais, bon. pas parler, voilà, des 100K que tout le monde attendait et qui marquent un signal fort. On y reviendra juste après. En tout cas, merci d'avoir accepté, mon invitation. On va passer ensemble une Plaisir. heure et demie, voire un peu plus si tu veux rester, c'est toi qui vois et on va égrener ensemble plein de sujets. Il y en a peut-être même auxquels j'ai pas pensé. N'hésite pas, voilà, si tu veux réagir sur Mhm. quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir. Bien, alors on va commencer justement cette revue de presse. Alors je vais partager mon écran et je vous ai préparé quelques articles pour étayer un petit peu notre revue de presse. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Alors évidemment, voilà, on va commencer par parler évidemment de Bitcoin qui atteint enfin les 100 000 $. Alors je précise toujours, hein, c'est pas Bitcoin qui prend de la valeur, c'est le dollar qui en perd. Ah, ça, c'est juste pour bien faire comprendre. Je pense que ça permet déjà d'orienter un peu la discussion, mais quand même. Donc, il a franchi la barre symbolique des 100 000 $. Il a même atteint un ATH que j'ai vu sur Binance à 104 149 $. Alors, depuis, il a un petit peu corrigé, évidemment. C'est normal. La capitalisation a dépassé les 2 trillions. Donc, c'est un ATH aussi au niveau du market cap. Et disons que cette hausse s'est faite de façon quasi concomitante avec la nomination du nouveau président de la SEC qui remplacera Gary Gensler sitôt qu'il aura démissionné, puisqu'il ne sera pas viré par Trump. Il a annoncé sa démission, un peu d'honneur, un peu d'égo, le monsieur. Et en l'occurrence, il s'agit... Il pouvait pas se faire limoger par Trump. Trump, en tant que président des États-Unis, n'a pas ce pouvoir. Par contre, il peut tellement l'embêter, on va dire, pour parler poliment, que ça aurait rendu sa vie impossible, etc. Donc, il est parti parce il voulait pas nager à contre-courant dans la rivière, quoi. Ouais, alors exactement. Alors moi, quand je parle de virer, hein, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'avait annoncé Donald Trump lors de la conférence Ouais. de Nashville en juillet, où il disait: «Je vire Gensler dès le premier jour». Alors évidemment, ça fait référence à son émission de télé-réalité où il disait «You're fired». Fired. C'est du show évidemment, mais merci en tout cas pour la précision. Alors, on s'intéressera au profil de Paul Atkins juste après, mais d'abord, voilà, quid de ce palier important, selon vous, messieurs, sur, alors aussi bien d'un point de vue chartiste et investissement, si vous avez une idée là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une prise de profit massive des whales à 100 000 avant que ça reparte? Est-ce qu'au contraire, maintenant que ce cap est dépassé, bah, on est encore plus en price discovery et on peut atteindre les 120, les 150, voire même certains parlent de 200 d'ici 2025. Et ensuite, évidemment, on analysera l'impact sans doute au niveau awareness, au niveau notoriété, parce que sinon, cette information a été relayée dans tous les médias, et pas seulement les médias crypto que l'on suit au quotidien, mais également l'ensemble des médias plus mainstream. Qui veut commencer sur le sujet? Juste comme il y a une petite latence et pour éviter que vous parliez, parce que ça, c'est désagréable pour les auditeurs, vous avez un petit chat privé où vous pouvez dire up ou moi ou peu importe. Comme ça, moi, je sais à qui je donne la parole et ça nous évite justement que cette latence soit ennuyeuse. Qui veut donner son avis là-dessus? Vas-y, Laurent. Ouais, bon. Alors, déjà, d'une part, moi, je fais pas trop de chartisme ou ce genre de choses, donc je vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Euh, Par contre, une chose est sûre, c'est que, de mon point de vue, c'est quand même un événement extrêmement important parce que ça change notre vision des choses en termes d'échelle. Ouh là là, attends, je crois que j'ai perdu le son. Attendez.
Nous, on t'entend parfaitement, en tout cas. Ah OK. Non, parce que j'ai des petits problèmes là avec mon enceinte, c'est pénible donc faut que je fasse une petite manip, désolé. Non, non, Donc pas voilà, pas moi à mon avis, c'est quelque chose d'énorme parce que justement, tu changes d'échelle quoi. Quand on avait des bitcoins en centaines de dollars, j'ai pas connu cette époque malheureusement pour moi. J'imagine qu'on n'imaginait pas des bitcoins en dizaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, on parle couramment des 10K, des 30K, etc., quoi. Ça devient du vocabulaire et donc du coup, l'imagination, passer de 30K à 40K, ouais, ça fait beaucoup, 30%, etc. Mais ça reste, tu vois, dans des trucs qui sont envisageables par le cerveau humain, quoi. Là, si je te parle de 8 millions, tu vas dire, attends, calme-toi. C'est pas dans l'échelle de ce que tu peux imaginer aujourd'hui, parce que tout simplement, on peut pas raisonner de manière. On raisonne de manière linéaire, c'est notre cerveau, c'est comme ça, quoi. On va au bout de la rue, on sait qu'on est à la moitié, voilà, on n'est pas. moi, Tu je vois vois, le biais cognitif, par rapport à voilà, ça. c'est pour ça qu'on a du mal à évaluer les phénomènes de croissance. J'avais fait un petit post sur X pour expliquer ça. Et en fait, les phénomènes de croissance dans la nature, que ce soit, je sais pas moi, le nombre de pétales de rose, tout un tas de phénomènes, en fait, est régi par des lois mathématiques qu'on retrouve un petit peu partout, comme ça, par hasard, comme la loi des 80-20 de Pareto, la suite de Fibonacci ou ce genre de choses, qui sont faites des phénomènes tout à fait naturels et qui se modélisent d'un point de vue mathématique. Et tout cela, ça nous renvoie à des choses qui sont des mauvais souvenirs pour beaucoup de gens parce qu'ils n'aiment pas trop les maths. Ça renvoie au logarithme. Et les logarithmes, bah, c'est un outil mathématique assez merveilleux, assez beau en réalité. Moi, je suis un amateur de maths. Et quand on reconvertit un petit peu tout ça en logarithme, bah, finalement, 100K, ça, comment dire, on voit le changement d'échelle. Voilà. Ouais. Maintenant, quand les personnes seront à 200K, si un jour on arrive à 200K, ce qui est évidemment ce que je pense, et qu'on retombe, je sais pas moi, à 150K, les gens, ils seront pas en 150K, tu vois, dans leur truc, ils seront à moins 25% de 200K, mais en fait, on pourrait être à 300, on pourrait être à 100, ce serait pareil, quoi. On est dans le même ordre de grandeur. Et tu Et penses ça, qu'on a c'est atteint un effet cliquet, sur Bitcoin, aux alentours des 100K? Alors pas forcément à très court terme, mais à long terme. Est-ce que tu penses que ça va devenir un support? M J'étaye ma question parce qu'on a de plus en plus d'acheteurs institutionnels, qui s j'allais dire qu'ils s'en foutent un peu du prix. Je veux dire, Michael Saylor, hier, dit que même à 1 million de dollars, il continuerait d'acheter du Bitcoin. Alors, mmh. évidemment, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais jusqu'à présent, il a démontré qu'il s'en foutait complètement du prix, puisqu'il a aussi bien acheté à Mmh. 98 000 dollars que quand il était, je crois, aux alentours de 15 000. Donc là aussi, on a une pression acheteuse constante de la part d'institutionnels qui finalement n'ont pas forcément cet esprit un peu trading où on va toujours aller chercher un low avant de rentrer. Eux, en fait, ils s'en foutent un peu plus. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Je suis totalement aligné sur leur vision. Moi, j'attends pas de l'aube pour acheter. Si j'ai du cash, j'achète, point final. Il y a une Donc de très belle étude qui a l'accumulation. été, il y a une très belle étude, bah, récemment, par exemple, j'ai vendu un appartement, j'ai pas attendu de l'eau, j'ai acheté, j'ai converti mon appartement en bitcoin, point final. J'ai pas réfléchi, est-ce qu'on était sur un point haut ou un point bas? Parce que j'achète pas pour, 2 mois, tu vois? J'achète pour, des périodes un peu plus longues. Ouais, Après, donc ça, je comprends totalement leur vision des choses. Si tu penses que enfin, si tu as une théorie d'investissement sur Bitcoin qui est sur plusieurs années, sur plusieurs cycles même, heu, c'est pas c'est pas c'est pas raisonnable d'attendre des lots ou je sais pas quoi, tu vas t'arracher les cheveux, c'est des métiers, c'est un métier, le trading, qui est très difficile. Moi, j'ai pas ces compétences-là. Je pense que la plupart des gens ont pas ces compétences-là. Après, on peut acquérir ces compétences, mais moi, je les ai pas et j'ai pas tellement le temps et l'énergie, ouais. d'apprendre ces compétences et ensuite le temps de les mettre en place. Ça fait 2 fois du temps, qui est beaucoup de temps Mmh. et
voilà. Alors ensuite, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est une étude qui avait été faite, je me rappelle plus par qui exactement, je sais plus si c'était pas Vanek ou un- une grande société comme ça, qui avait imaginé quelle était la meilleure stratégie et qui avait comparé si tu fais du DCA, tu sais, du dollar cost averaging, c'est-à-dire que tu mets un peu la même somme chaque mois, ou bien, euh, par exemple, là j'ai vendu mon appartement, j'aurais pu diviser la somme en 20 et la in sur 20 mois, par exemple, tu vois, c'était possible ça. J'aurais pu mettre toute la somme d'un coup, c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu aussi essayer d'attendre un point bas et de rentrer. Ok, bah, il se trouve que en faisant beaucoup de simulations, euh, a priori, mettre toute la somme disponible dès que tu l'as, est gagnant dans 60-70% des cas. Et quand elle est perdante de pas beaucoup. Donc, par rapport aux autres investissements. Quoi. Donc Là, on finalement, parle de Bitcoin, hein, pas des crypto-monnaies en général, j'imagine. voilà. Et ça, là, on parle de Bitcoin. Et là, il faut savoir que cette étude n'a pas été faite sur Bitcoin, elle a été faite sur le SP500, c'est-à-dire un actif dont on pense que la volatilité n'est pas si élevée que ça. Et sur le long terme, de toute façon, elle est en croissance d'environ 8% depuis 150 ans. Quoi. Donc, Mais c'est bien de nuancer cette. Bah, alors déjà, évidemment, alors je le précise si besoin, tout ce qu'on dira pendant cette émission n'est pas un conseil en investissement. ouais. Ce sont des analyses tout à fait personnelles. Alors là, tu mentionnes une étude qui a été faite par Vanek, un gestionnaire d'actifs Je américain. sais plus qui c'est Vanek, il faudra vérifier. Vanek ou en tout cas un institutionnel. Ouais. Mais voilà, en tout cas, non, mais c'est important de préciser que peut-être effectivement cette étude, si elle avait été faite sur des crypto-monnaies beaucoup plus volatiles, il n'est pas impossible que les résultats aient été différents. Mais c'est intéressant effectivement C'est comme, Vanguard. comme point de vue. Bien. C'est Vanguard, my bad. Bon, on est à peu près dans la même On est typologie. sur les mêmes Ouais. ordres de. Voilà, des gens qui réfléchissent à peu près pareil. Donc voilà. Donc, moi, à mon avis, si vous voulez sur Bitcoin pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi, ce que je conseille, par exemple, je conseillais ça l'année dernière à un de mes amis qui m'a dit ouais mais moi je voudrais sur Bitcoin. Je lui ai dit bah, c'est quoi ton horizon de temps quoi. Il m'a dit oh bah moi je n'ai pas d'horizon de temps quoi, c'est pour avoir ça dans mon portefeuille à très long terme. Je lui dis bah réfléchis pas, voilà, mets la somme que tu veux mettre maintenant et ferme les yeux. Ouais. Non, je suis assez en phase avec ça. Après, encore une fois, ça dépend aussi, bien sûr, de la situation de chacun. Quelqu'un qui n'a pas de capital disponible et qui souhaite s'exposer à Bitcoin, parlons que de Bitcoin, je pense que c'est plus simple. Je pense que le principe du DCA reste intéressant parce que c'est $1, parce qu'il peut le Ah mettre bah en perspective avec ce qu'il investit sur d'autres supports potentiellement. Mais effectivement, s'il veut s'investir dans Bitcoin et qu'il a une somme disponible, la somme qu'il souhaite placer, effectivement, euh, en fait, on n'achète jamais au plus bas et on vend jamais au plus haut. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est un doux rêve que d'espérer. Ou alors, c'est de la chance. Donc, en fait, il n'y a pas de pire moment pour rentrer dès lors que tu crois dans la solidité et le potentiel de l'actif en question. En l'occurrence, pour voilà, Bitcoin, voilà, on est tous convaincus. là où je pense qu'il faut faire un effort, c'est de comprendre que Bitcoin est encore dans une phase extrêmement volatile, qu'un retracement qui commencerait aujourd'hui et qui nous mettrait un moins 50% sur le marché, il est possible. Là, on peut redescendre à 50 000 balles. C'est pas incroyable. Et moi, je ne vais pas paniquer si ça arrive. Quoi. Je veux dire, on a eu des retracements de 25, 35, 50% sur des bull runs en ayant des bull runs pas finis. Euh, on a eu, et si on considère qu'on est en bull run depuis le début, ce qu'on peut considérer aussi, on a eu des retracements de 80-85% pour repartir. Donc, c'est embêtant d'acheter un top parce que psychologiquement, c'est difficile à tenir. Mais si tu as acheté le top de 2017, fin 2017, début 2018, tu as acheté à 20 000. 5, quoi. Ouais. Donc, tu es sur du x5. Donc, si tu as fermé les yeux réellement pendant 10 ans, bah déjà, là, tu les as pas réouverts parce qu'il n'y a pas 10 ans qui se sont écoulés et tu es déjà en x5. Ouais. Donc, si tu es capable de faire ça, c'est cool. Ensuite,
Du coup, dans quoi il faut investir? Il faut investir dans le fait d'être capable de fermer les yeux pendant 10 ans. Et Mmh. pour être capable de fermer les yeux pendant 10 ans, je pense qu'il faut s'intéresser aux fondamentaux de Bitcoin, de savoir pourquoi ça a de la valeur, de comprendre en fait Bitcoin. Et là, c'est un travail qui demande quand même, je dirais, des centaines d'heures On va réellement. passer à la news suivante, si tu veux bien, Laurent, même si Ouais, je pense ouais, je qu'il suis a. parti un peu Non, non, trop loin. t'inquiète. Et en fait, j'avais anticipé que, en fait, l'interview, d'une certaine manière, va se mêler un peu à la revue, mais quand même, il y a des news que j'aimerais qu'on évoque. Et après, Je vais rester sur les news. Ouais. Je on suis un plante peu trop aussi un loin. Ouais. peu le décor sur qui tu es avant de rentrer dans des discussions plus profondes, puisque je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui connaissent ton compte Twitter, mais qui en fait savent pas quitter. Et donc, j'aimerais aussi qu'on pose les bases, mais Ouais, focusons-nous encore un peu sur les news, si tu veux bien. ouais, Euh, carrément. Deuxième news, c'est une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour établir une réserve nationale stratégique de Bitcoin. Alors, bon, j'ai vu passer ça et en vrai, c'est pas tant une news, c'est plus un constat. C'est que, voilà, on est à 767 signatures sur 100 000 qui sont requises pour, d'ailleurs, je sais pas, à partir de 100 000, il se passe quoi? Ouais, en fait, c'est pour être mis en ligne sur le site de l'Assemblée, il faut au minimum 100 000. Donc, pour l'instant, on en est extrêmement loin. Donc, voilà, si on peut apporter On est dans effectivement. le top. On est déjà dans le top 5% des pétitions qui ont été proposées sur l'Assemblée nationale, hein. Ok. Donc, faut savoir que la plupart des pétitions, 95%, n'atteignent pas ce niveau stratosphérique de quelques centaines de. Donc, Non, bon. c'est vrai. Mais on a 4 ans. On a 4 ans et peut-être qu'on va arriver dans le top 1%, qui sait? Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, bon, là, dans l'absolu, ça peut sembler effectivement très faible, surtout que sans doute qu'elle n'a pas été relayée comme il le fallait. Alors, nous, c'est quoi? On met notre petite pierre à l'édifice, donc n'hésitez pas Allez, allez. à aller la voter si vous êtes intéressé par ce projet. Le projet, c'est simple, hein, c'est de faire comme ce que Trump a proposé, c'est-à-dire de constituer une réserve stratégique en Bitcoin, comme on peut en avoir en or, en dollars ou en obligations peu importe, en bons du trésor, etc., pour baquer d'une certaine manière l'économie, notamment pour, disons, obtenir des conditions plus intéressantes vis-à-vis des marchés. Ça sert à ça, une réserve stratégique, c'est pas pour trader, hein. En général, il y a même un engagement de durée. Aux États-Unis, c'est 20 ans. Enfin bref, tout ça pour dire que, voilà. Alors, ça nous amène à une question qu'on traitera tout à l'heure, ou on peut la traiter maintenant, peu importe. J'ai posé la question hier, et en vrai, je me la pose vraiment. Quelle personnalité ou quel parti politique tu penses aujourd'hui, voilà, en l'état actuel des forces politiques existantes, et je sais que la politique t'intéresse, lequel ou laquelle euh, serait peut-être la plus à même de prôner voilà, une politique pro-crypto, mais genre sans concession, fondée sur un certain nombre de valeurs, donc quelqu'un qui comprend, pas juste un opportuniste, et puis aussi un peu libéral, hein, voilà, un peu à la Trump, quoi. Est-ce que ça existe, quelqu'un comme ça? Est-ce que c'est possible dans la culture française, ou est-ce que tu penses que Ah, ça ça, c'est une arrivera meilleure question. jamais? Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus? Bah, pour moi, la démocratie, si on veut, ou le cirque politique auquel on assiste en France, à l'heure actuelle, étant donné nos institutions, étant donné les forces en place, c'est surtout du clientélisme. Donc, les gars vont aller chercher un segment de la population qui va pouvoir les porter au pouvoir par le jeu du nombre. Donc, du coup, bah, il y a une de tes questions qui était, je pense, la mieux formulée. Est-ce que c'est possible, quoi? Et est-ce que c'est possible? Bah, ça va dépendre, en fait, je dirais, des différents intérêts, des différents segments de marché. C'est pas très joli de parler comme ça, parce que quand on parle de politique, on a envie de parler d'idées, on a envie de parler de débats de fond, etc. Mais la réalité d'une élection, c'est que tu vas aller mentir à une partie de la population. Tes mensonges, ils peuvent pas trop être incohérents les uns avec les autres, sinon ça se voit trop. Et donc du coup, faut que tu aies un truc à peu près cohérent qui couvre une suffisamment large partie de la population. Et là, boum, tu peux mettre ou ne pas mettre une idée dans ton programme politique. Le problème, c'est que on n'a pas encore suffisamment travaillé, nous, les francophones qui parlent de Bitcoin,
pour rendre cette idée possible à l'échelle d'un parti politique. Je pense que un parti politique qui aujourd'hui malheureusement dirait moi je pense qu'il faut mettre du Bitcoin en réserve de valeur, il sera diabolisé parce que associé à Trump et que en France c'est autant dire j'ai le sida qui en veut quoi, donc ça va pas. Et d'autre part, bah, on a une pyramide des âges qui est ce qu'elle est, donc du coup on a une population vieille et vieillissante, et donc du coup pour les 10-15 prochaines années, il faut parler à papy pour gagner l'élection. Surtout que ce sont Et parler à papy et lui dire, tu sais quoi, on va mettre tes économies dans Bitcoin, il va dire, quoi, vous voulez mettre mes économies dans un Ponzi? Non, ça c'est ce qu'on faisait avant, ça s'appelle le régime des retraites. On propose de changer justement. Ouais, bah, si tu dis ça, tu te fais découper quoi. Donc, est-ce qu'un parti politique aura, comment dire, sortira du jeu du clientélisme pour dire la vérité aux gens? Je sais pas, mais je pense pas. J'ai aucune admiration pour ces gens-là ou confiance. Je pense qu'ils vont continuer de faire ce qu'ils font, à savoir mener leur petite boutique. Ouais, je suis assez en phase avec ça. De toute façon, le constat des calculs électoraux, on le partage, totalement, Malheureusement, hein, c'est comme ça. évidemment. L'idée, c'est que Trump a quand même, alors il s'y est pris à 2 fois, il l'a fait au bon moment. Il parlait mal de Bitcoin, lors de sa première Mhm, élection et pendant son mandat encore en 2018, on se souvient. Depuis, il a changé d'avis. Alors soit, il a changé d'avis, soit il a été entouré, de personnes qui, mhm, l'ont peut-être un peu expliqué, mais aussi, les cryptos aux États-Unis, c'est 80 millions de personnes. C'est une industrie qui est très mhm. riche et qui a pu participer à hauteur de 200 millions de dollars à sa campagne, même Et, si je doute et que c'est- ouais. Trump puisse être financièrement influencé, mais bon, ça a sans doute évidemment joué. Et donc en France, c'est vrai que c'est compliqué d'envisager ça, ou alors ça se ferait par le biais d'un parti un peu qui n'a rien à perdre et qui Il y a intégrerait des- le Bitcoin et ouais. les cryptos dans un programme fondé sur plutôt des valeurs. On se rappelle du Sortie de banque, je sais pas, si tu connais sortie de banque ou pas, cet influenceur là? non, Ok, c'est un mec qui a pas mal de visibilité en ce moment dans l'écosystème Bitcoin. Bon, lui, il est radicalement pro-Bitcoin et pro-Monero et pour voilà, Cancrun. un déplatforming massif parce que bah, il en a marre du cinéma, quoi. Et donc, du coup, lui est en train de réfléchir à ça. Je sais pas si j'ai le droit de vous le dire d'ailleurs, parce qu'il m'a envoyé ça par message privé, mais il y a des gens en France, en tout cas, qui réfléchissent à créer des partis politiques pour parler de ça, quoi. Euh, aussi, non, c'est tout. Mais l'idée non, mais alors je pense effectivement qu'un un parti, né, entre guillemets «de nulle part» ou un parti citoyen, et cetera, je pense qu'en l'état actuel des forces, n'a aucune Non, mais chance de peser. En imaginons, revanche soyons tout à fait pragmatiques. Quels sont les hommes politiques qui peuvent atteindre des fonctions qui sont capables de changer les choses à ce niveau-là? Pour changer les choses à ce niveau-là, il faut atteindre quasiment président de la République. Être élu député, tu vas avoir une voix parmi je sais pas combien, ça va rien faire. Enfin, je veux dire, tu vas juste non, mais avoir peut-être une tribune, plus accès à la on est tribune publique, on mais est c'est d'accord tout. là-dessus. Ce que je veux dire, Donc, du coup, qui c'est est capable dans les partis politiques d'arriver au pouvoir? Il n'y en a pas 36, hein. Laurent, tu Là, m'entends bien? Parce oui, je qu'il y pense a qu'il y a un décalage. il y a un décalage et c'est pour ça. Et comme Désolé, c'est ouais. partagé pour tout le monde, j'essaye de te laisser finir ta phrase avant de te couper. Hem, non, mais quand même, avant que je laisse la parole à TX qui veut dire un mot sur le sujet, je pense Mmh. que, tu vois, le sujet aujourd'hui, de la souveraineté, le sujet, des enjeux géopolitiques, le sujet de la concurrence internationale, si demain les cryptomonnaies et Bitcoin deviennent une industrie, deviennent, un sujet économique, parlons même pas de réserves stratégiques, parlons même pas de ça,
je pense que ça peut être un sujet dont peuvent s'emparer des souverainistes ou des personnes qui s'apparentent de près ou de loin à Donald Trump et qui disent, voilà, nous en Europe ou nous en France, en fait, on régule et eux, par contre, ils libèrent. Et peut-être que par ce prisme-là, on peut faire changer un peu les mentalités sur l'industrie crypto. Et dans un second temps, dès qu'on l'aura un peu normalisé, on pourra envisager, parce que plein d'autres pays l'auront fait avant nous, de dire, tiens, pourquoi pas. Mais là où je te rejoins, c'est que certainement, ça prendra beaucoup de temps. Je vais laisser TX rebondir là-dessus. Après, je te rends la parole, si tu veux. Vas-y, TX. Ouais, en fait, moi, j'ai un point de vue, je pense que je suis plus jeune que vous 2, enfin, c'est même, quasiment sûr et je peux pas parler au nom de tous les gens qui ont le même âge que moi, qui ont la vingtaine, mais j'ai un peu la sensation quand même qu'il y a une sorte de désespoir politique, en quelque sorte, tu vois? De dire que, de toute façon, en fait, ça va pas changer. Donc tu vois, on peut bien signer des pétitions, essayer de créer des partis politiques. Le système tel qu'il est, dans tous les cas, ça va toujours, recréer les mêmes situations, et en plus, si tu mêles à ça avec des gens qui ont du bitcoin et ben, il y a quand même cette idée de faire quelque chose, en dehors de l'État. Alors l'idée, c'est pas de supprimer l'État, mais il y a quand même, enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont vraiment envie de supprimer l'État, enfin, personne ne veut une anarchie totale, Sauf en France, hein. mais il y a quand même cette idée de, ouais, de faire ça en dehors de l'État. Et c'est pour ça que moi personnellement, mais je pense que je suis loin d'être le seul, il y a un peu, cette idée que, ben, de toute façon, enfin, comme disait le commentaire, la réserve stratégique, on va la faire nous-mêmes en fait. On va pas demander, l'État, on va pas pousser l'État français à le faire, quoi. C'est intéressant, ça revient sur le commentaire qu'on a ici, Deux choses. où Yamari nous dit effectivement qu'en fait, on doit nous-mêmes se constituer notre réserve stratégique. Mais en fait, le sujet politique, il va au-delà du côté financier, réserve stratégique, etc. Il va aussi du fait de voilà, permettre à des entrepreneurs d'investir. Trump, c'est pas que la réserve stratégique de Bitcoin, c'est beaucoup plus que ça. Je vais te laisser Laurent finir sur ce sujet, ensuite on passera à la news Ouais. suivante. Bah, deux choses. Déjà, s'il y a des gens qui veulent supprimer l'État, et par exemple, il y a moi, je suis libertarien, je ne suis Même pas pour pour le régalien? supprimer. Alors, non, je ne suis pas pour supprimer le régalien. Justement, la limite, c'est justement le régalien. Donc, la police, Donc la on supprime pas, justice, on limite, on réduit. l'armée, ça s'appelle minarchiste. Alors, il y a des choses qui font partie du régalien et la monnaie a fait partie du régalien jusqu'à Bitcoin, en fait. Et l'énorme révolution de Bitcoin, c'est justement qu'il y a une branche du régalien qui est pas bien épaisse, hein. Le régalien, c'est pas bien épais, ça doit représenter peut-être moins de 5% du budget de l'État, tu vois. Donc ça veut dire 95% de l'État qui passe à la poubelle. Ça veut dire 95% des impôts, c'est pas mal, tu vois. Effectivement, il reste quand même un État derrière. Aussi, euh, moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais en début. Tu disais, oui, le Bitcoin, si jamais internationalement ça devient adopté, alors ça deviendra plus facile d'en parler en France. Déjà, c'est pénible de constater qu'on est systématiquement, structurellement à la traîne. Il faut attendre que les autres soient passés devant pour que nous, on puisse prendre des décisions qui font sens. Déjà, ça ne va pas. Et autre chose, nous étions en avance sur l'énergie, qui est un point très important dans l'économie. L'énergie, c'est fondamental. Nous avions des dizaines d'années d'avance sur la technologie nucléaire et on l'a quand même démantelé, ou du moins ça a pris un sacré coup dans l'aile et maintenant nous sommes en retard technologiquement. Donc il suffit que Et quelque chose ait mauvaise euh, réputation en France, franco-française, genre le nucléaire c'est mal parce que il y a des bombes et il y a éventuellement des accidents nucléaires et donc du coup on va tous mourir. Donc on ne peut pas gérer ça calmement. Bah, et voilà, il n'y a plus d'investissement. Tout part à la poubelle, malgré le fait que ce fut une excellente décision et qu'on pourrait aujourd'hui bénéficier d'un avantage massif sur tout le reste de l'Europe, voire sur une grande partie du monde.
En tout Donc cas, tu vois, la dernière fois qu'on a eu de l'avance en France, c'est en gros 1958 avec le programme de coopération nucléaire de Gaulle. C'est vrai que c'est triste, mais ouais, enfin, pour le coup, c'est clairement le cas. Alors, dans l'aviation, on a fait un truc pas mal avec Airbus, avec l'Allemagne, mais c'est vrai qu'on les compte sur les doigts d'une main, les secteurs dans lesquels on a pris un peu d'avance. ouais. Bah, Airbus, c'est français, pas c'est vraiment allemand. c'est Airbus, français. c'est français quand même. C'est plus français qu'allemand, ou alors tu ajoutes aussi les Anglais, les Non, enfin mais bon le bref. programme a été surtout fait avec l'Allemagne à l'époque. Toulouse, ouais, Mais bon, en tout état de cause, tant mieux. Si tu dis que c'est français, ça veut dire que ça c'est voilà, c'est peut-être un des derniers programmes d'industrie, où on a été un peu non en mais en t'inquiète avance. pas, on a des bons traîtres, qui, liquident nos avantages technologiques en les vendant pour pas un rond, là aussi et partout en fait. Ah, le swap, ouais. C'est Hem, triste de A à Z, hein, mais faut pas avoir, faut même surtout si on est jeune, il faut, effectivement, d'abord penser à soi. Donc faites votre propre réserve stratégique, il a raison, TX. Et puis si jamais, bah, on peut le faire également à l'échelle de l'État, c'est super. Donc signez la pétition, je vous en prie, quoi. on a mis le lien, dans les commentaires. Alors autre chose, alors il y a eu la news qui a été, diffusée à l'international. C'est, la possibilité que demain les plus-values latentes soient taxées en France. Alors ça, c'est comment ça a été présenté à l'international. Là, on va revenir un peu dans le détail, à quoi ça correspondait. Évidemment, c'est un peu moins un peu moins dur que ça, et en vrai, il y a peu de chances que ça passe. Mais pour remettre un peu de contexte, le principe, c'était effectivement de revenir sur l'IFI, qui est l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé en 2000, je crois que c'était à l'élection de Macron, donc c'était en 2017, qui a remplacé l'impôt sur la fortune, l'ISF, et qui a finalement réduit l'assiette en excluant les revenus, enfin le patrimoine mobilier, en le limitant au patrimoine immobilier. Bien. Et donc là, il a été présenté une proposition au Sénat pour intégrer effectivement le patrimoine de crypto-monnaies, de réévaluer le seuil à 2,5 millions, alors qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a 1,3 million. Et donc, effectivement, si nos crypto-monnaies, de par leur plus-value latente, hein, donc non réalisée, non transformée en monnaie fiat, eh bien, intégreraient justement cette assiette. Et donc voilà, donc, bon, ça a été accepté au Sénat. Maintenant, on sait en France comment ça se passe. Après le Sénat, il faut que ça passe à l'Assemblée. Ensuite, il faut que ce soit promulgué par le président. Enfin, il y a quelques étapes. Bon, entre-temps, il s'est passé un truc vite fait en France, c'est qu'on n'a plus de gouvernement. Voilà, puisque le Premier ministre, à la suite d'une motion de censure déposée par LFI et votée notamment par le Rassemblement national, eh bien, ont Ouais. fait tomber le gouvernement sur Mmh. le budget. La motion de censure a été faite à la suite du 49.3 sur le budget. D'aucuns estimaient qu'il faisait beaucoup trop d'impôts et pas assez d'économies. Bon, je la fais simple, on ne va pas s'attarder là-dessus. L'idée, effectivement, c'est qu'a priori, cette loi a donc très peu de chances de voir le jour, en tout cas dans l'immédiat, faute d'avoir le soutien du gouvernement, qui a plutôt été défavorable sur le sujet. Et puis, de toute façon, là, on va avoir un budget qui va être équivalent à celui de 2024, qui va être voté, un budget temporaire, avant qu'un nouveau budget soit présenté début 2025, un budget qu'on appelle un projet de financement de la sécurité sociale rectificatif, en mettant les choses qu'ils n'ont pas pu passer cette année. Mais encore faut-il déjà qu'on ait un nouveau Premier ministre. Voilà pour le contexte. Au niveau fiscalité crypto, est-ce que vous voulez dire un mot sur le sujet? Vas-y, TX. Ouais, moi, il y a eu, vraiment, enfin, on pourrait dire plein de choses, on pourrait critiquer de plein de manières différentes. Moi, ce qui m'a fait le plus sauter de ma chaise, c'est l'idée de la formulation de, fortune non productive.
Parce que du coup, en fait, comment tu juges si quelque chose est productif ou pas, quoi? Est-ce que, il parlait par exemple des voitures de luxe, et j'avais lu, je crois que c'était, Alexandre Stachenko qui avait fait un thread dessus qui disait, justement c'était une voiture de luxe, ça se trouve c'est un concessionnaire auto, tu vois? Et en fait il s'en sert pour aller chez ses clients ou il s'en sert pour, je sais pas quoi et tu vois? Du coup c'est productif en quelque sorte. Et c'est cette notion de fortune productive et non productive, qui me paraît un peu, hasardeuse, quoi. Et En ça fait, je peut pense vite arriver à des dérives, quoi, voilà. je pense qu'elle est tout sauf hasardeuse, cette formulation. Je pense qu'elle est politique. L'idée effectivement, c'est Ouais, c'est pour de dénigrer. voilà, clairement, quand on a le président de la République qui vient nous dire hier à la télé, «Ils ont été, ils ont été irresponsables de vous faire ça avant les fêtes de fin d'année», c'est pas hasardeux, c'est de la politique. C'est pour culpabiliser finalement, son opposition. Là, avec, fortune improductive, c'est pareil. C'est d'une certaine manière, vous décidez de mettre de l'argent dans quelque chose qui ne sert à rien, à part à vos petits profits personnels. Alors a fortiori la crypto, hein, je ne veux même pas imaginer quelle image ils ont, des crypto-monnaies et pour certaines, ils ont raison, hein. Pour certaines crypto-monnaies, c'est clairement improductif, ça mène à rien, c'est que de la spéculation. Mais effectivement, voilà, si on rentre dans le détail, ça peut être un peu plus compliqué. Mais non, je pense que cette formulation, elle est choisie, et justement, elle est choisie parce que la majorité au Sénat est de droite et que, ils ont plutôt tendance, alors, en général, hein, à favoriser, l'outil productif, hein. Ils sont vus comme étant plutôt pro-entreprise et en fait, ils veulent créer, je pense, par ce mot, une distinction entre les investissements productifs, en l'occurrence l'achat d'actions, qui devrait, favoriser le tissu, des entreprises et la fortune improductive qui finalement ne finance, rien, qui crée réellement de la valeur pour l'économie. Donc je pense qu'elle est elle est très choisie cette formulation. Je ne sais pas si, tu es d'accord Laurent? Moi, je pense que dans cette discussion, tous les mots sont piégés et le problème, c'est qu'à chaque mot qu'on utilise dans cette discussion-là, il faudrait, en quelque sorte, le définir pour qu'on voit ce qu'on veut dire et cetera, quoi. Par exemple, tu dis: «Le Sénat est de droite». Pour moi, il est pas de droite, il est, radicalement à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de parti politique en France qui est à droite. Ils sont tous plus ou moins à gauche, plus ou moins de bien à gauche jusqu'à vraiment très, 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 très à gauche, quoi. Économiquement, hein, je parle. Je parle pas du sociétal, je parle de l'économie. Là, on a un budget, national, heu, sur lequel on se base, en fait, sur des détails, hein. Donc c'est vraiment sur des détails qui sont pas d'accord. Mais en gros, on est entre 55 et 60 du PIB en dépenses par l'État. C'est-à-dire que l'État va devoir capter, soit via l'impôt, soit en créant de la dette, qui est un impôt futur, donc c'est la même chose, 60 de la richesse nationale. Alors Donc, dont une bonne partie pour les retraites. 15 environ. Bon, bref, peu importe, c'est pas la question. La question, c'est de se dire, ça, est-ce que c'est, à droite économiquement? Non. Donc, un parti là qui veut pas diviser par 3 les dépenses de l'État, c'est pas un parti de droite. Économiquement, je veux dire. Tu vois, c'est pas un parti qui est capitaliste, quoi. C'est un parti qui est, Ouais. si tu restes au-dessus de 50 de la richesse nationale, mais comment on peut te qualifier, comment on peut ne pas te qualifier de socialiste? Tu es évidemment socialiste. Donc le Sénat est socialiste et on les qualifie de droite. Tu vois à quel point les mots sont déjà piégés. C'est de la folie. Ouais. Donc 50 de la, il y a presque aucun pays qui fait ça, et c'est nous, c'est les plus à droite qui proposent ça. Donc en fait, ils sont ultra à gauche à l'échelle de la planète, mais vraiment à l'extrême gauche, et on va dire oui, donc ils sont à droite. Non, ils sont pas à droite. Ensuite, cette histoire de productivité, effectivement, là aussi, c'est euh, c'est un faux débat, c'est un sophisme, mais de quel droit l'État considère que les machins non productifs doivent être taxés?
Mais dans ce cas-là, les enfants, ils sont non productifs. Faut taxer les gens qui ont des enfants. De quoi tu me parles? Ça n'a aucun Les sens. animaux, les Il animaux. faut taxer les chats? Mais ça a été envisagé tu sais que dans un pays, Non, ils font ça, hein. Il y a une taxe non, sur mais les animaux de compagnie. voilà, il y a un moment donné où ce que vous allez faire, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'est leur dire, écoutez, occupez-vous de l'armée, occupez-vous de la police, de la justice déjà. La justice, ça doit représenter mais 0,7% du budget. C'est le plus important. C'est le plus important. Je veux dire, le fait que quand on est indifférent avec quelqu'un, on ne soit pas obligé de se découper demain matin à l'aube à coups de sabre et qu'on puisse aller 0,26. de manière civilisée devant un tribunal, c'est cool. Eh 0,26. ben, c'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de budget. Alors, multiplier par 10 le budget de la justice, enlever tout le reste, là, et puis on sera bien, on paiera 20 fois moins d'impôts, on aura un meilleur service, tout ira mieux. Et donc, du coup, non, je récuse l'appellation de droite. Ce n'est pas vrai, ce pas des gens de droite. Alors, encore une fois, tout dépend de l'échiquier politique sur lequel tu te places. Si tu te places Je sur un parle économiquement. Hein. Non, mais même, si tu te places sur un échiquier politique français et que tu compares, je sais pas moi, les LR avec LFI, je suis désolé, les LR sont à droite. Maintenant, si tu compares avec... Sur la droite de la LFI, ça ne veut pas dire à droite. Non, c'est pour ça que ça dépend sur quel échiquier politique tu te fixes. Si tu te fixes en France, malgré tout, les LR et on va dire Reconquête sont des partis qui sont plus libérales, plus pro-entreprise. Si tu prends le Ils sont pas RN, du tout libéral. Ils sont les moins socialistes socialistes, mais ils sont pas plus et libérales. LFI, Ils ont rien de libéral. Mais ils sont pas libérales en fait. bah, Du tout. le crédit impôt recherche, etc., c'est des réformes de l'UMP, c'est des réformes Voilà, donc ça, c'est pas LR. libéral. Libéral, c'est plus de crédit pour personne, démerdez-vous, que le privé investisse dans la recherche. Et t'inquiète pas que ça se passe très bien quand on fait Bah ça. oui, mais il faut les inciter à le faire, et notamment par Ah des... ben non, il n'y a rien à inciter du tout. Les gens sont déjà incités. Est-ce qu'il y a eu un crédit impôt recherche pour découvrir l'électricité? Donc favoriser l'innovation. Est-ce qu'il y a eu un crédit impôt recherche pour Bitcoin? Est-ce que Bitcoin est issu d'une incitation étatique? Je veux dire, à part la planche à billets et la folie de l'inflation du fiat. Je veux dire, à part essayer de réparer ce que l'État fait de mal, y a-t-il eu une incitation pour l'électricité, pour Bitcoin, pour la machine à vapeur, pour l'email? L'email, ça se discute. Mais bon, bref, tu veux dire, la plupart des recherches qui ont changé le monde, elles sont issues du privé. Il n'y a pas eu de crédit impôt recherche. Il ne faut pas qu'il y ait du crédit impôt recherche. Il ne faut pas que ce soit l'État qui décide qui va avoir de l'argent pour faire des recherches. Non. C'est intéressant. On va passer à la news suivante. Elle est où? Elle est là. Il y a eu des nominations intéressantes aux États-Unis. Il y en a eu 2, là, en l'espace de 2 jours. La première, on l'a évoquée en début d'émission, qui est David Sachs. Alors, c'est amusant parce que ça a un peu changé. Il y a quelques semaines, on annonçait que le tsar de la crypto à la Maison-Blanche, la première fois qu'il y a un rôle officiel autour des cryptos à la Maison-Blanche, devait être l'ancien président de la CFTC. Moi, j'avais trouvé ça très cool parce que ça donnait, ça envoyait un message. C'est que par défaut, les cryptos sont des commodities et à l'exception, potentiellement, la SEC pouvait s'emparer de celles qui pouvaient vraiment se rapprocher de la notion de securities. Finalement, ça n'est pas ce monsieur dont j'ai oublié le nom, bon, peu importe, mais en tout cas, donc c'est un monsieur qui est un ancien de chez PayPal, mais pas seulement, il a bossé dans plein de grosses fintech, peut-on dire, donc ancien collègue, ancien employé d'Elon Musk. Alors, je ne sais pas si c'était concomitant, mais c'est pas grave. Et puis voilà, et donc pour le coup, très pro-crypto dans ses déclarations, et il n'aura pas que la crypto dans son giron, il aura aussi l'intelligence artificielle, donc les 2 sujets. Voilà, donc très positif évidemment quant à sa vision et de l'écosystème, développement de l'innovation, des nouvelles technologies, des crypto-monnaies, enfin
tout pour faire en sorte que les États-Unis deviennent ou restent à l'avant-garde de l'innovation dans le monde. Donc, à nouveau, voilà, et ça, effectivement, était salué évidemment par tout l'écosystème pro-crypto, bien sûr. Est-ce que tu le connaissais, toi, ce monsieur? Non, j'ai pas d'avis, désolé. Non, ok. Bon, en tout cas, voilà. Donc ça, c'est une news intéressante. Deuxième news, Ouais. c'est on en a parlé en début d'émission. Pardon, c'était ça dont on a parlé en début d'émission. C'est Paul Atkins, donc le nouveau chairman de la SEC. Donc pareil, très bien accueilli puisque c'est, je crois, l'une des news qui nous a permis de passer les 100K. Ancien commissaire de la SEC, défenseur des cryptos de longue date. Cette nomination, évidemment, a été très bien accueillie et permet d'augurer une approche réglementaire plus souple ou en tout cas plus pragmatique. Sa mission, elle est simple. Mettre de la clarté et de la prospérité dans l'industrie crypto. Voilà. Et c'est ce dont a besoin finalement n'importe quelle industrie, de la clarté réglementaire, de la souplesse si possible, mais au moins que les règles soient claires, chose qui n'est pas le cas aux États-Unis pour l'instant, et évidemment de la prospérité, parce qu'il y a des concurrents internationaux, qu'il y a des places à prendre. Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, à part que c'est une très bonne nouvelle. Ouais, bah, ouais. Stabilité surtout du cadre législatif pour qu'on sache ce qu'on peut entreprendre et avoir une vision, des règles sur les années, les quelques années qui suivent, ça serait pas mal. Bah nous, en Europe, on l'a déjà, ce cadre réglementaire assez clair, en tout cas plus clair que dans bien des régions du monde, mais sans forcément de souplesse. On n'a pas les deux, mais on a de la clarté. Ça, c'est quand même reconnu par les acteurs qui sont confrontés justement aux régulateurs, en tout cas ceux qui ont commencé comme moi en 2017, entre le Far West de l'époque et aujourd'hui, c'est vrai que les choses sont plus claires. Maintenant, ça coûte une blinde, c'est pas du tout concurrentiel et c'est, je pense, pas du tout propice à l'émergence et au développement d'un écosystème crypto en Europe. Je suis mal à l'aise, moi, ouais. Je suis mal à l'aise par rapport à ça parce que je vois que les gros acteurs francophones, ou même à l'échelle européenne, se réjouissent en fait de MiCA. Pourquoi? Parce que MiCA, bah, c'est une barrière à l'entrée énorme, quoi, pour les concurrents. Donc, oui, bah, ils sont contents, quoi, ils auront pas de concurrents. Voilà, super. Alors ils vont s'arracher les cheveux à remplir des papiers plutôt qu'à proposer le meilleur produit pour lutter contre des concurrents émergents qui proposeraient un meilleur produit, quoi. Et payer des avocats, c'est tout de suite plus facile que de rentrer dans la compétition. Donc, je suis assez mal à l'aise par rapport à ça. J'ai un ami d'ailleurs qui a essayé de créer un exchange crypto entre l'année dernière et cette année. Ça a été une grande aventure. Il a payé des dizaines de milliers d'euros en avocat. Il a réussi. Il a réussi et finalement, une fois qu'il a réussi et qu'il a commencé à mettre en place ces choses-là, en fait, il a créé un échange crypto pour pouvoir avoir le cadre législatif pour faire un fonds d'investissement en crypto-monnaie. Et puisque c'est à peu près les mêmes règles dans MiCA. Et au final, une fois qu'il a réussi, il s'est rendu compte que le ongoing process pour les papiers pour pouvoir faire ça allait continuer de coûter vraiment trop cher et d'être trop contraignant et de passer sa vie avec des avocats. C'est pas du tout ce qu'il veut faire de sa vie, quoi. Donc, Typiquement, non, moi, je suis mal à l'aise avec ça, moi. typiquement, tu as raison, c'est important de le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, obtenir l'enregistrement à l'époque, ensuite enregistrement renforcé, ensuite agrément, et maintenant c'est le titre de CASP, qui est l'équivalent un peu du PSAN à l'échelle européenne. En fait, ça nécessite des coûts initiaux pour constituer le dossier, mettre en place les départements compliance, faire des audits de sécurité. Donc ça, c'est initial. Et effectivement, ça coûte des centaines de millions d'euros. Milliers, pardon. Milliers plutôt. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà énorme et c'est une barrière à l'entrée monstrueuse. Surtout que, en général, ces fonds-là sont levés, c'est de l'argent qu'on lève, mais c'est très compliqué d'aller chercher de l'argent pour du réglementaire.
sauf si derrière, Ouais, tu as une idée magistrale ouais. qui fait que le business va se faire de lui-même, mais ce qui n'arrive jamais vu la concurrence. Mais il faut savoir que ces coûts-là, ensuite, sont annuels, puisque tu dois embaucher un chief legal officer, enfin un responsable de la compliance qui va te coûter déjà minimum un bon, hein, il va te coûter 100K à l'année, voire beaucoup plus. Ensuite, il faut des juristes en dessous pour s'occuper de faire les remontées, de tracer. Tu dois payer Ouais. aussi des logiciels qui vont te permettre de tracer les transactions, vérifier AML, LCBFT, Alors etc. tu peux outsource tout ça, c'est-à-dire que tu peux avoir tu peux en fait créer une structure. Souvent, ça va être dans les pays genre, je sais plus lequel, Lituanie ou truc comme ça, tu vois, dans le nord de l'Europe. Et tu vas outsource ce genre de choses, c'est-à-dire que tu vas avoir une compagnie qui va te faire la compliance en fait. Mais t'es pas obligé de créer un département compliance from scratch, tu vois. Tu peux payer De, des gens de- pour faire ça, mais c'est cher, hein. de fait, C'est tu très peux cher. outsource, mais de fait, on voit que la plupart des acteurs aujourd'hui, ils sont obligés d'internaliser au moins une partie. Tout Ouais. outsourcer dans ce cadre-là, je sais même pas si c'est possible aujourd'hui, puisque Si, mais ça coûte une blinde. ça C'est coûte très une cher. blinde. Mais en plus, aujourd'hui, si tu as ton enregistrement en Lituanie, pour l'instant, ça ne te permet pas de communiquer sur la France. Donc là, avec Si, si, Mika, si, 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 si. Tu peux adresser toute l'Europe. C'est le seul avantage de Mika. à partir du 1er janvier, je Ouais. crois. Mais en tout cas, et on en parle souvent, notamment avec Arnaud Toiti, et effectivement, il va y avoir un arbitrage au sein de l'Europe pour aller dans des zones qui sont peut-être un peu plus souples, puisque ça te permettra quand même d'adresser le marché européen, et un arbitrage externe où effectivement certains, se poseront vraiment la question de savoir est-ce que ça vaut le coup d'investir en Europe, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais donc ces coûts annuels sont très importants. Les audits de sécurité, c'est pas qu'une seule fois, il faut les renouveler tous les ans, tous les 2 ans, enfin bref. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus. Il faut compter le coût initial plus le coût annuel. Enfin, sur 10 ans, ça te coûte des millions, tu vois. Et donc derrière, ça, faut le budgéter pour une boîte. Et clairement, si tu n'es qu'une petite start-up, même si tu as une idée brillante, c'est une Non, barrière à mais l'entrée qui est même si tu es parti pour faire un chiffre d'affaires, mettons, pour démarrer de 1 ou 2 millions par an, sur tes bénéfices, les coûts de structure juridique vont être tels que tu bouffes une énorme partie du capital disponible en fin d'année pour investir ou ce genre de choses. Donc en fait, tu détruis la croissance. Et je parle de structures qui ont le potentiel en termes de réseau et en termes de connaissances pour faire 1 ou 2 millions de CA dès la première année. Donc, c'est pas des amateurs, tu vois, c'est pas des nuls non plus, tu vois. Ça reste des petits chiffres, mais c'est pas non plus des micro-chiffres. C'est pas une start-up, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est une start-up, mais c'est pas deux mecs dans son garage qui programment des smart contracts à la zob, tu vois. Hmm. Donc, donc, en fait, si tu veux, dès que je vois qu'un gars qui se réjouit de Mika, je suis mal à l'aise parce que je sais, je vois ce qui se passe derrière les dos et je me dis, le mec, en fait, se réjouit d'une augmentation des barrières à l'entrée et donc, du coup, il sait qu'il n'aura pas de concurrent, quoi. Ouais. Non, Ça, mais c'est vrai. En fait, tu as les acteurs existants qui, eux, sont là depuis des années, qui ont déjà payé le coût de la conformité, qui ont soit avec la clause du grand-père, soit qui sont en train d'avoir l'agrément, etc. Cela, ça va représenter peut-être un outil de protectionnisme, mais même pas un outil de protectionnisme vers le haut, mais un outil de protectionnisme vers le bas. C'est-à-dire que tu vas empêcher des nouveaux acteurs plus petits de rentrer, tu as raison, mais ça va pas du tout empêcher les gros acteurs internationaux de venir parce que eux, ils ont tout à fait les BNP. moyens de se complaire à cette réglementation. Et finalement, quand toi, tu as l'impression d'être gros là où tu es, en fait, tu seras petit dans le marché international. Et en vrai, ça va se retourner contre toi, in fine. Mika, c'est quoi? C'est la BNP qui dit au gouvernement français ou à l'Union européenne, mettez des barrières à l'entrée de malades, parce que nous, de toute façon, on va avoir la flemme de traiter le sujet crypto, mais si d'aventure le sujet crypto devient un vrai sujet, on veut être le seul à pouvoir opt-in. C'est ça, Mika. Donc c'est un pur scandale, hein. Très concrètement, on voit que le premier à avoir obtenu l'agrément, c'est Forge, une entité de Société Générale. Donc, typiquement, c'est Oui, l'exemple bah, j'ai dit parfait. BNP, mais oui, Non, tu vois non, mais l'idée, quoi. ouais, mais complètement, mais c'est un exemple parfait pour ça. Ça a été un coup d'ailleurs
dans l'écosystème crypto, parce que personne ne savait, en fait, ne serait-ce qu'il le passait. L'enfer, Et quand ça a été annoncé, l'enfer. les gens... Ouais. Bien, on va passer à la dernière news. On a des nouvelles de l'euro numérique. Alors là aussi, Ah, on va pouvoir en discuter. Et je suis très content parce que cette revue de presse, en fait, a fait office de conversation. Donc, je suis très content de l'avoir avec toi. Et ça nous permet aussi de savoir un petit peu voilà, quelles sont tes positions. Donc, très cool, très content. Merci encore d'être avec nous ce matin. C'est un vrai plaisir. Alors, l'euro partagé. numérique. Donc on rappelle, hein, l'euro numérique, c'est quoi? C'est une monnaie numérique de banque centrale, qu'on appelle aussi CBDC, qui est un projet dont l'Union européenne s'est emparée il y a quelques années maintenant et qui est en phase de recherche, en phase d'analyse pour l'instant. Le principe, et ça je le précise à chaque fois, c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que ça ne va pas remplacer l'euro, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas a priori. Et surtout, ce sera une nouvelle infrastructure de paiement. C'est-à-dire que si vos euros que vous avez dans votre poche ou dans votre compte bancaire sur des banques commerciales, peut-on dire, il n'y aura pas d'équivalent en euros numériques. Ça, il faut bien comprendre. C'est une infrastructure de paiement qui sera parallèle à celle-ci. Donc, vous aurez de l'argent en euros numériques et de l'argent sur des monnaies commerciales, mais les deux ne seront pas remplacés ou parallélisés. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'arme monétaire va être doublée, puisqu'on va pouvoir aussi bien créer de la monnaie sur l'euro tel qu'on le connaît aujourd'hui, et également sur cet euro numérique. Donc ça, c'est un point de vue que je crois tout le monde n'a pas, que j'ai appris assez récemment, donc je le développe, mais c'est important. Alors, donc ils ont publié un rapport le 2 décembre dernier. C'est le deuxième rapport d'étape sur la phase préparatoire de l'euro numérique, dans lequel il énonce un certain nombre de conclusions sur des pistes qu'il va a priori adopter. D'abord, il parle, ça c'est le truc vraiment qui a été le plus repris, c'est la limite de détention de l'euro numérique. On ne pourra pas avoir autant d'euros numériques qu'on veut. Le montant sera compris entre, écoutez bien, 1 500 et 3 000 euros par personne. C'est les montants envisagés. La raison évoquée par l'Union européenne, c'est pas on veut contrôler combien d'argent vous avez, surtout pas. Ben non, on veut le contrôle. Non, c'est pas le problème. C'est qu'on veut pas faire concurrence aux banques commerciales et donc à la monnaie fiduciaire traditionnelle. Donc sous couvert de non-concurrence avec le lobby bancaire, on va limiter effectivement cet euro numérique. S'ajoute à celui-ci, et ensuite je te laisserai si tu veux rebondir, mais les deux sont liés, un mécanisme de transfert automatique qu'on appelle waterfall. Et en fait, pour stabiliser la situation financière en Europe, eh bien, la BCE prévoit qu'en cas de transfert d'un montant supérieur au montant autorisé, eh bien, il sera automatiquement transféré vers un compte en monnaie commerciale. Voilà. Donc, en gros, vous pourrez faire des transferts plus importants, mais sur votre, on va dire, wallet de CBDC, eh bien, vous ne pourrez pas avoir plus de 1 500 à 3 000 euros. Voilà pour la première chose qu'on a retenue de ce rapport qui est préparatoire. Est-ce que tu veux rebondir dessus ou est-ce que je continue et à la fin tu rebondis sur tout? C'est toi qui me dis. Je t'en prie, continue, continue. J'ai pas lu le rapport, donc je préfère Voilà, entendre. je te fais le topo. Deuxième élément, parce que bon, là, évidemment, la BCE, ils sont pas complètement cons, ils savent que c'est un sujet qui travaille les Européens. On va parler de protection de la vie privée. La BCE élabore des normes de confidentialité élevées pour que les paiements en ligne et hors ligne en euros numériques soient aussi proches que possible des transactions en cash. E-cash. Hein, cash numérique, garantissant un niveau de protection de la vie privée supérieur aux autres modes de paiement numériques. Donc potentiellement, cet euro numérique serait même encore plus confidentiel que lorsqu'aujourd'hui vous utilisez votre carte bancaire. Alors, est-ce qu'ils utiliseront de la cryptographie pour ça? C'est pas impossible. Mais qui aura les clés de cette cryptographie? Ça, on verra. Mais voilà, donc ça, c'est intéressant. On voit que ils savent quand même que c'est un enjeu politique. Donc, ils en parlent. Enfin, la BCE explore des solutions pour permettre des paiements en euros numériques sans connexion Internet via les smartphones avec la technologie NFC ou des cartes à puce afin de garantir l'accessibilité même en cas de panne de réseau. Bon,
voilà, ça c'est un point de vue, ça c'est quelque chose qui est plutôt cool. Je veux dire, quand ton TPE il marche pas parce que tu as une panne, bon, le fait que tu puisses faire des paiements quand même, je trouve que c'est pas déconnant. Dernière chose, harmonisation législative. La BCE souligne la nécessité d'harmoniser les lois nationales pour assurer une adoption cohérente de l'euro numérique dans la zone euro, facilitant son intégration dans les systèmes de paiement existants. Bon, c'est une façon de dire gentiment les copains. Bon, on le fera peut-être pas le vote à la majorité, mais voilà, en gros, on va un peu quand même vous l'imposer. Et à la fin, il faudra que tout le monde se mette d'accord, quoi. Ils ont aussi publié un calendrier. Je crois que je peux vous le montrer en scrollant un petit peu. Un calendrier de déploiement, voilà, on l'a là, ici, hein, dans lequel, effectivement, on apprend que la phase pilote est prévue pour 2025, avec une décision finale sur le lancement de l'euro numérique attendue en octobre de la même année, ce qui donnera lieu à ce moment-là à un nouveau rapport d'étape. Voilà. Donc voilà pour les grandes lignes du rapport. Alors bon, voilà, regardez, en octobre 2025, on se mettra d'accord au sein du Conseil pour décider potentiellement de passer à une phase suivante. Mais 2025, on est déjà dans une phase pilote. Alors, je ne sais pas s'ils le feront dans des États ou dans des régions, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la CBDC qu'on avait un peu oubliée, bah, en fait, Ils ont pas compris le concept de roadmap. Le roadmap, c'est pas pour décrire le passé, hein. C'est pour décrire le futur. Là, ils ont une roadmap, mais que du passé. non, t'es méchant parce que regarde, ici, oui, je me moque, je suis méchant. voilà. Mais on va dire que c'est un rétro-planning plus une roadmap. Voilà. Non, mais d'ailleurs, ils appellent ça timeline. Ils appellent pas ça roadmap. Oui, Allez, oui. à leur crédit. Ah, mais je me moque un peu, mais c'est sur un détail. Alors, qu'est-ce que tu en penses Bonne Bah, nouvelle j'ai pas eu le temps de le lire, mais encore le rapport, donc je vais être obligé de me baser sur les informations que tu me fournis. Donc j'ai pas de vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est que moi, je suis favorable, extrêmement favorable à une modernisation du système bancaire. Notre système bancaire est une horreur. D'un point de vue technologique, on est au Crétacé, hein. Il y a les dinosaures qui se baladent, hein. C'est infernal. Les gens, comme on est à l'intérieur du système SEPA, la plupart des Français s'en rendent pas compte. Quand ils font un virement, ça marche. Mais dès qu'on veut se connecter avec le reste du monde, bon, là, c'est ridicule, quoi. Ça en devient pénible. Mais tu peux pas expliquer ça aux gens parce que ils n'ont pas cette expérience de l'entrepreneur qui est connecté avec le reste du monde et qui, quand il veut faire un virement, ça dure une semaine, 10 jours, ça coûte 100 balles, 200 balles. C'est infernal, en fait, tu vois. un risque de Donc, blocage au niveau de la douane. Enfin, il y a des ouais, interdits. ton argent, il peut rester bloqué dans une banque intermédiaire. Les gens ne se rendent pas compte. Donc, moi, je suis favorable à une modernisation du système bancaire, bien évidemment. Et donc, du coup, ce volet-là du CBDC, j'y suis absolument favorable en réalité, contrairement à ce que les gens pourraient s'attendre de ce que j'allais dire. Voilà. Après, là où je suis circonspect, c'est que j'ai l'impression qu'on a des énarques et des bureaucrates qui se lancent dans la fintech, quoi. Donc, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Tout est bête. Donc, il y a rien qui fonctionne de mon point de vue. Dans tout ce qu'ils ont prévu, tout est bête. Donc, je sais pas tellement envie de passer une demi-heure à décrire pourquoi tout est bête, hein. Voilà. Tu ne peux pas ne pas concurrencer les banques commerciales avec un nouveau système de fintech de cette échelle. Forcément, forcément, le système bancaire tel qu'on l'a connu précédemment, avec en mode dinosaure, est foutu. C'est foutu. Et c'est déjà foutu. Les taux d'intérêt du fait de la planche à billets ont tué le système bancaire. Il est déjà mort. Regardez le price action,
des différentes bancaires sur les 25 dernières années. C'est foutu. Ils sont foutus. Alors, essayer de ne pas leur faire de concurrence, je sais pas quoi, là, c'est ridicule. Enfin, ça n'a aucun sens. Bah, je pense que politiquement, c'est quand même important de ne pas se les mettre à dos tout de suite, je pense, quand même. Maintenant, à terme, on voit quand même qu'il y a une mainmise de la Commission européenne, donc on rappelle, hein, la Commission est non élue, hein, sur le privé, en fait. Et d'ailleurs, ça nous ramène à une discussion intéressante, c'est que les États-Unis ont fait le choix complètement inverse avec Donald Trump, avec un veto total sur le concept de CBDC, et en parallèle, par contre, le soutien des acteurs de stablecoin, en l'occurrence Circle et Tether, qui sont les deux principaux. Et en fait, eux, ils ont fait le choix plutôt de déléguer au privé les paiements sur la blockchain, voilà, pour résumer, hein, alors que l'Union européenne, elle, effectivement, met des barrières à l'entrée insoutenables aux acteurs des stablecoins, en leur imposant des choses qui sont insupportables. Tether a même failli dire vas-y, on laisse tomber l'Europe, ce marché ne nous intéresse pas, il est trop compliqué. Ils n'ont pas laissé tomber la semaine dernière, là? Alors, ils ont cessé l'émission de leur euro numérique, l'ERT, leur stablecoin euro. Ça, c'est terminé. Donc, ils ont cessé l'émission pour le terminer, machin, ou ils ont cessé l'émission simplement? En fait, le projet est annulé. Le RT, c'est terminé. Voilà, c'est ce qui me semblait. En revanche, sur l'USDT, celui-là, on va dire qu'au début, il était très ferme, le CEO de Tether, cet été, en disant on laisse tomber l'Europe, c'est une cata. Finalement, Circle, juste après, il y va, il obtient l'agrément, tout se passe bien. Je ne sais pas si, enfin, c'est pas encore définitif. Je pense que l'USDT, à un moment donné, va quand même peut-être pas laisser son concurrent Circle tout seul en Europe. Bon, en tout cas, c'est pas sûr. Mais bon, ça en dit long quand même sur cette différence de paradigme entre les États-Unis et l'Union européenne. Là, on a un exemple supplémentaire de cette vision des choses. T'imagines, USDT, ils sont en ce moment, je pense, à 4 ou 5% sur leurs bonds, là, et ils ont une market cap de l'ordre de 100 milliards à peu près. Donc ça veut dire qu'ils font 5 milliards par an. Les mecs, ils font 5 milliards par an, ils se disent non, Mika, trop compliqué, on va pas y arriver, quoi. Ça nous renvoie au sujet précédent. Tu t'imagines, tu fais 5 milliards par an et tu dis ça va me coûter trop cher, ça va être trop d'embêtement. Je vais pas pouvoir y aller, quoi. Et ils ont quand même envie d'y aller à cause de leurs concurrents, mais si avec eux, ils iraient pas, quoi. Ouais. Tu vois, non, mais ça dit, on dit que l'Europe est le plus grand marché du monde en termes de population et de richesse. C'est vrai que si tu additionnes les 27 pays, je crois qu'on est devant. Mais en vrai, on est un nain, parce que quand tu vois ce qui se passe en Asie, aux États-Unis, en Amérique latine, dans les BRICS en général, en vrai, on se rend compte que, enfin, ce que tu dis est très juste. Une entreprise de cette taille-là, elle n'est pas prête à engager. Alors, c'est pas qu'une question financière. Les barrières d'entrée, elles sont énormes. C'est-à-dire que tu dois avoir tes dépôts dans, je crois, 6 banques européennes. Par ailleurs, tu dois avoir dans ces dépôts, je crois, 60% d'euros. Tu vois. Et en fait, la position de Tether à l'époque, c'était de dire, bon, déjà, trouver 6 banques pro-crypto, c'est quasi impossible, donc vous nous saoulez. Et deuxièmement, 60% en euros, ça veut dire que vous me demandez de backer mon stablecoin sur une monnaie auquel je ne crois pas. Tu vois. Donc ça pose aussi des problèmes systémiques. On l'a vu dans la banque Silicon. Oui, c'est ce que je te dis. Ce ne pas des gens ce sont des communistes, quoi. Ils veulent expliquer à Tether comment faire un business de stablecoin. Oui, mais c'est pour protéger le citoyen de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme, Laurent. Attention. Hein. Bien sûr, c'est important. Comme chacun sait, hein, depuis qu'on a mis TrackFin en place et tout ce genre de trucs, il n'y a plus du tout aucun blanchiment d'argent ni de terrorisme en Europe. C'est fini. Terminé. Et ça fait plaisir de le constater. Merci. Merci la Commission européenne, je crois qu'on peut le dire là. Ouais. Non, mais bon, je pense que tu as... blague à part, comment dire, tu as fait croire aux citoyens que leur argent en banque était en sécurité. C'était un mensonge, puisque ce sont des entreprises qui peuvent faire faillite. Et donc, du coup, on ne peut pas revenir vers le citoyen et dire, bon, bah voilà, l'entreprise a fait faillite, désolé,
vous avez un peu menti, bon, bah voilà, vos économies, terminado, quoi. Donc, on peut pas leur dire ça. Donc, à chaque fois qu'il y a une banque qui se pète la gueule, il faut la sauver. Parce qu'on leur a menti dans le passé et qu'on ne peut pas leur expliquer qu'on leur a menti. Au bout d'un moment, il faut sortir du mensonge. Il faut dire aux gens, si votre banque fait faillite, tant pis. Parce que sinon, on ne sortira jamais de ce système de too big to fail. Et le too big to fail est antisocial, puisque on privatise les gains et on socialise les pertes. Donc, il faut expliquer aux gens, ce système n'est pas à l'avantage de la population. Vous croyez que votre argent est protégé, donc du coup que c'est votre avantage, mais en réalité, on est dans un système où il y a des gars en cravate qui se mettent des bonus complètement illégitimes, puisqu'ils sont dans une économie qui est protégée, ils ne prennent aucun risque, et si jamais ils perdent, bah, c'est vous qui payez, quoi. Bah, c'est ce qui s'est Non, passé. non, tu vois, tu dois dire, ok, maintenant, ça y est, j'annonce, on ne sauvera plus les banques, mettez votre argent dans la banque qui vous semble la plus solide et chacun est responsable de son pognon. Ou pas dans une banque. Démerdez-vous. Et si les banques font faillite, eh ben, ils avaient qu'à mieux gérer leur business. On s'en fout. Tant pis pour eux. Ils iront à Pôle emploi. Tu vois, c'est génial, ça serait pas mal. Parce que là, je sais pas si tu as vu ce qui s'est passé en Suisse, là, le UBS et tout, mais c'est un truc de fou. Je sais plus, j'avais calculé combien ça coûtait par Suisse, et c'était mais un truc de malade. Bon, alors en l'occurrence, les Suisses ont du fric, donc voilà, mais il n'y a aucune raison de socialiser les pertes, même pour des Suisses, pour des Français, pour des Belges, c'est de la folie. Je comprends pas comment les citoyens acceptent un truc pareil. Bah, en fait, moi je pense que c'est très simple. Les citoyens ont adoré le quoi qu'il en coûte pendant le Covid parce que ça leur a permis justement d'avoir ce matelas de Moi, qui n'en adorais sécurité. pas. Et donc, si demain une banque fait faillite et qu'on sait à quel point les banques sont imbriquées entre elles, puisqu'en fait elles se prêtent de l'argent non-stop, Ouais, si l'une fait faillite, derrière le risque, il n'est pas juste sur cette banque-là, mais il est sur le ouais, système. On parle de risque systémique. Et ça, du ouais. point de vue du citoyen, il y voit immédiatement un intérêt qui est la préservation finalement de ses économies. Et le fait de lui dire, ce que tu viens de dire, bah, tu n'avais qu'à choisir une meilleure banque, en Ouais. fait, là, on est dans un discours qui n'est pas du tout entendable pour une Qu'est-ce que raison. je fais? Non, Ouais. mais même Et ça pragmatiquement. revient à notre discussion sur la politique au début. Je Peut-on faire termine. admettre Bitcoin et tout? Oui, Parce que c'est pas entendable. non, mais il n'est pas entendable, même pas seulement politiquement ou démagogiquement. Il n'est pas entendable aussi parce que pragmatiquement, il y a un manque de transparence de par les fonds de réserve des banques, etc. Et puis, c'est pas accessible par le grand public, même s'ils mettaient des rapports ultra transparents sur la gestion de leurs fonds, etc. Qui a les capacités justement de comprendre et d'analyser et d'aller dans telle banque plutôt qu'une autre? C'est quasiment impossible. Et l'État fait son Bah, le boulot. problème, c'est qu'il y a eu il y a eu un millefeuille législatif qui a obligé tous les citoyens à avoir un compte en banque. Dans les années 70, je te parle pas du Moyen Âge, mes parents, quand ils travaillaient, étaient payés par semaine, chaque semaine, en cash. Il y avait des gens, beaucoup de gens, qui n'avaient pas de compte en banque. On n'est pas obligé d'avoir un compte en banque, en fait, déjà. Premièrement, tu vois. Ou un compte en banque, c'est pas forcément pour stocker ses économies, ça peut être pour des raisons techniques. Donc, en fait, si tu veux, maintenant, on est quasiment obligé d'avoir, enfin, c'est pas, on est quasiment, on est obligé d'avoir un compte en banque pour tout un tas de raisons, mais ces raisons ont été inventées par les politiciens. Et ça, c'est pas une fatalité qui descend du ciel. On peut vraiment. Je veux dire, demain, le mec, il n'a pas envie d'avoir son argent sur un compte en banque, et ben, il n'a pas son argent sur un compte en banque. Mais aujourd'hui, tu peux même pas retirer ton argent de ton compte en banque si tu as envie de le retirer. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu sais, les Français, je pense qu'aussi, en grande partie, ont quand même majoritairement leur capital en immobilier en réalité. Donc même si, pour beaucoup d'entre eux, même si les banques font faillite,
en fait, bah, leur capital est en immobilier, donc ils perdent une partie de leur capital, mais ça va, hein. J'en sais rien, en fait. Bah, non, parce que, enfin, il y a l'immobilier, mais il y a aussi, l'assurance vie. Il y a Ouais, mais est-ce l'argent que sur le compte bancaire. Non, mais ça représente quand même des sommes ouais, énormes. ça ouais, Donc en fait, enfin, Les tu vas livrets et A puis aussi, encore enfin voilà. hein. Les livrets A, c'est énorme. c'est vrai, ouais. Non, mais tout l'épargne des Ouais, Français, l'assurance vie, c'est vraiment la plus grosse enveloppe. Et ensuite, tu as les livrets réglementés, tu as même les comptes de dépôt, hein. En France, il y a des gens, ils ont 100 000 balles sur leur compte bancaire. Ils s'en foutent de ne pas gagner d'argent et de se faire défoncer par l'inflation. Mais parce qu'en fait, il y a cette culture en fait de dire ouais, mais au cas où, tu vois. ouais, Donc, de se non, dire: «Ouais, mais je veux pas jouer au casino». l'épargne financière, elle existe et on l'a vu ce qui s'est passé à Chypre où les dépôts étaient seulement garantis jusqu'à 100 000. Au-dessus, ils ont tout récupéré Et les gens ont pour. qu'à acheter, je sais pas moi, du ils ont qu'à acheter du CAC 40, quoi. Ils ont qu'à acheter les entreprises du CAC 40 qui leur plaisent et puis voilà, si les banques font faillite, bah, eux, ils auront toujours leur titre de propriété, tout ira bien. Ça suppose, Considérer soit les gens sont des adultes, responsables et cetera, soit ce sont des enfants, ils sont, cotoreps, quoi. Mais non, si jamais ce sont des adultes responsables, il y a un moment donné où, bah, du coup, la responsabilité, ça implique que les choix que tu as faits, s'ils sont mauvais, bah, tu dois en assumer les conséquences. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ou alors, on restera dans une économie, qui ne marchera pas. en tout cas, ça supposerait derrière un changement de paradigme complet, ne serait-ce qu'en termes d'éducation financière. Et D'éducation, c'est l'éducation le problème. je lisais un C'est truc, l'éducation. pas seulement d'éducation, enfin, par exemple, ne serait-ce que notre système de retraite aujourd'hui. Notre système de retraite, comme il est par répartition, ça n'incite pas les gens à se poser la question de savoir où placer leur argent pour leurs vieux jours, parce qu'ils se disent que de toute façon, ça ne sert à rien, l'État va compter sur moi. Alors que par exemple, aux États-Unis, où c'est un principe qui est par capitalisation, en fait, les gens sont obligés de s'intéresser à savoir sur quel fonds de pension je vais mettre mon argent, parce qu'il en va justement de leurs vieux jours. Et ce changement de paradigme, en fait, le fait de les Mmh. forcer un peu à s'éduquer financièrement, bah, ça fait que les Américains investissent tous beaucoup, j'allais dire mieux, en tout cas sont plus conscients des enjeux financiers que les Français qui ont délégué cette partie à l'État. Donc c'est un changement qui peut se faire que sur Soit tu es un des soit tu es un homme libre, soit tu es, un homme, pas libre. Les gens veulent pas, être libres, les gens veulent être insouciants. C'est pas la même chose. Donc, ouais. Non, mais je pense parti, que tu as bien résumé la chose. Alors, écoute, Laurent, il nous reste 10 minutes. go. Euh, et en fait, j'aimerais en profiter pour qu'on apprenne un petit peu à savoir qui tu es. Parce que même moi, j'ai cherché un peu et en fait, on ne sait pas trop. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, je sais pas, qui tu es, ce que tu fais enfin, dévoile-nous un petit peu qui se cache derrière Laurent Coinsu. D'ailleurs, c'est quoi Coinsu? Ça aussi, j'ai pas compris. Enfin, voilà, tu peux nous révéler Ouais. quelques petits trucs? Ouais, bah, je peux révéler quelques petits trucs. Après, si je dévoile pas, ma vie sur internet, c'est à dessein. Je pense que la vie privée, c'est quelque chose quand même qui est assez important. Après, je peux dévoiler des choses. Alors déjà, Coinsu, bref, je voulais créer une chaîne YouTube pour parler un petit peu de crypto, fallait que je trouve un nom et j'ai, pris ce nom un petit peu sans beaucoup, réfléchir, c'est, une, référence, à une commande Linux qui s'appelle switch user et qui permet de passer administrateur sur une machine, de passer admin, tu vois? Et donc du coup, c'était l'idée, voilà, passer admin, dans l'univers crypto, enfin, je veux dire, reprenez le contrôle du truc, quoi. Bon, c'est un peu nul parce que déjà personne comprend et puis, le nom est pas génial, mais bon, peu importe, ça va rester comme ça, Comme toi, tu ou ça comprends. changera, peu importe, c'est pas très important. Ensuite, ben, pour te décrire mon parcours, global, à l'époque, je voulais être, quand j'étais gamin, j'avais 2 rêves, je savais pas lequel choisir. Soit je voulais devenir, pilote de chasse parce que, je trouvais que c'était, l'engin le plus cool que j'avais jamais vu. C'était un machin qui volait à Mach 2. Je
je trouvais que les voitures allaient à 200 ou à 300 km/h. Je trouvais que c'était quand même pas ambitieux. Mach 2, 2000 km/h, je trouvais ça plus cool, quoi. Puis voler, faire des loopings, des machins, je trouvais ça stylé. Mais j'avais, je sais pas, la graine de l'anarchiste dans le cœur, peut-être au début, tu vois. Et je me disais quand même, être sous les ordres d'un gouvernement avec lesquels je serais pas forcément d'accord et qui va me demander de bombarder un pays, même si je trouve ça cool, les avions qui vont vite, je vais pas faire ça, quoi. Donc du coup, je T'as me quel suis âge? rabattu sur moi. Hein? T'as quel âge? J'ai 41 ans. Et comment tu as entendu parler des cryptos pour la première fois? Je pose cette question à tous mes invités ça m'intéresse, Ah bah c'est quoi écoute, le parcours? j'en ai entendu parler hyper tard en 2017. Le, le, le bull run de 2014, je l'ai totalement loupé parce que à cette époque, j'étais très malade, j'avais le cancer. Et donc du coup, j'ai eu le cancer à 29 ans et je pouvais pas m'occuper de grand chose à ce moment-là. J'étais vraiment en PLS, comme on dit. Je m'occupais de ma santé. Et donc, du coup, j'ai complètement loupé ça. Et donc, du coup, pour moi, j'ai loupé cet événement énorme. Et j'ai découvert ça en 2017. Je sais plus comment, quoi. Le Et bouche à oreille du fait du bull run, quoi, comme tout le monde à peu près. Hein. Et puis, je suis tombé là-dessus et j'ai entendu ça et j'ai entendu ouais, une monnaie sur Internet. Bah moi, mon premier réflexe, ça a été le hacking, quoi. Je me suis dit, bah, on va pouvoir imprimer de l'argent. Hein. Je ne connais rien sur un ordinateur que je peux pas copier-coller. Alors pourquoi pas copier-coller des bitcoins, quoi. C'est mon premier truc. J'ai regardé le white paper, je me suis dit, oula, attends, là, c'est ok, là on est sur autre chose. Là on est sur un ovni technologique, un truc qui fait des choses qui règlent le problème de la double dépense en fait. Et cette histoire de régler le problème de la double dépense, qui était mon premier réflexe, tu vois, je vais copier-coller du Bitcoin, je vais faire de l'argent. Je me suis dit, attends, mais je suis instantanément tombé amoureux de la technologie en fait. Parce que moi, mon background, je te disais, donc mon deuxième rêve, c'était de devenir développeur informatique, quoi, ce que je suis devenu. Et donc, du coup, j'avais cette capacité technique à comprendre ce qui se passait dans le white paper et puis après dans le code. Et puis après, bon, ben, je suis tombé amoureux de ce truc-là, quoi, tout Et simplement. Quoi. tu t'es impliqué comment dans les cryptos, mis à part en investissant? Tu as déjà travaillé avec des projets? Tu as déjà Ouais, proposé? ouais. Bah, j'ai fait deux entreprises sur la crypto à l'époque, en 2017-2018, qui ont toutes les deux échoué. La première, c'était. Moi, j'avais investi un peu de sous en 2017, ce qui fait que j'avais dégagé un capital début 2017, début 2018. J'étais en positif d'environ 80 000 dollars sur mes positions, tu vois. Et moi, j'avais pas de tout une culture financière extrêmement développée. J'ai vu le capital monter comme ça, bom, 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 bom. J'ai vu que j'étais en vert, en vert, en vert, en vert. J'ai paniqué parce que je trouvais ça pas normal de gagner autant d'argent aussi vite. J'ai tout vendu. J'ai tout vendu en me disant ça me fait peur, quoi. Et j'ai vendu le top, mais par hasard, mais vraiment sans aucune compétence, en étant. J'ai plus jamais vendu un seul top de ma vie et je pense que j'en vendrai plus jamais. J'ai eu juste de la chance, quoi. Donc voilà. Et avec cet argent, j'ai investi dans le minage. Donc j'ai créé une ferme de minage avec deux de mes amis dans lequel j'ai investi le pognon que j'avais gagné sur l'investissement crypto, qui était essentiellement Bitcoin et Ethereum à l'époque. Et donc, du coup, bah, j'ai tout perdu. La ferme de minage, ça s'est complètement planté. On l'a arrêté aux alentours de juillet 2018. Et on a essayé de revendre le matériel qui, à l'époque, ne valait plus rien parce que il y avait tellement eu de matériel qui était en vente du fait que la plupart des fermes de minage faisaient faillite
c'était le moment pour acheter des cartes graphiques d'occasion, hein. Et puis, j'avais fait une autre entreprise liée à la crypto en 2018 qui était sur le fait d'accompagner les ICO dans leur démarche, quoi. Tant sur le point de vue, tant sur le plan technique que sur le plan de les aider à rédiger leur white paper, challenger le projet et les aider aussi sur le marketing, quoi, se faire connaître, etc. Et là, c'est pareil, aux alentours de l'été 2018, les ICO, c'était fini en fait. Et donc, du coup, cette entreprise ne m'a pas fait perdre d'argent. Par contre, on avait 6 employés qui ont perdu malheureusement leur travail à ce moment-là. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive à la fin, alors qu'on pourrait passer encore 1 heure, évidemment. Ouais, je pourrais te raconter la suite du parcours, mais bon, c'est un peu long. Tu reviendras? Si tu veux, Mais avec j'ai une plaisir. dernière question, c'est quoi ta position par rapport à Bitcoin et les autres crypto-monnaies? Est-ce que toi, tu es vraiment Bitcoin à fond, ou est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes, d'autres cryptos qui t'intéressent? Et on parle pas de trading là, on parle vraiment peut-être de tech, parce que tu es quand même un dev aujourd'hui. Ouais. Écoute, au niveau de la tech, moi, le projet qui m'excite le plus, c'est Monero. Je trouve que fondamentalement, les innovations qu'il y a eu et les innovations qui sont prévues sont extraordinaires. Je trouve que l'idée de la ring signature, c'est une idée grandiose. Je trouve que leur réactivité technologique par rapport faut savoir que Monero, c'est fascinant à suivre d'un point de vue de la technologie parce que il y a une course entre les gens qui veulent casser la vie privée de Monero et Monero qui court devant, quoi. Et donc, du coup, il y a une course comme ça, ils se courent après. Et pour moi, c'est comme un roman policier, quoi. Ouais. C'est fascinant. Après, pour le reste, moi, si tu veux, j'ai découvert toutes les histoires de smart contract avec Ethereum, donc ça va être ce que je connais le mieux, hein. Et je considère, pour vraiment résumer ça en 2 phrases, que tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la centralisation des stablecoins, en fin de compte, qui contrôle les stablecoins contrôle Ethereum. Et qui contrôle les stablecoins, c'est le US Treasury maintenant, parce que le US Treasury peut geler n'importe quelle wallet. Donc, même si Ethereum faisait un fork pour dire je veux telle policy ou telle policy, USDT et USDC seraient compliant avec l'administration américaine, choisiraient l'un des 2 forks, et puis les stablecoins de l'autre truc serviraient à rien. Et puis si tu n'as pas de stablecoin, tu peux pas faire de défi. Si tu peux pas faire de défi, ce genre de chaîne, elle sert à rien. Donc du coup, à la fin, c'est le US Treasury qui choisit un petit peu ultimement ce qui se passe. Et c'est terrible parce que on n'a pas de décentralisation à ce niveau-là. Mais il y a des trucs qui se passent dans l'univers des stablecoins, et ce sera peut-être pour une autre émission. Avec Tout plaisir. n'est pas foutu. Mais pour l'instant, on est mort. Mais peut-être, tu vois. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas, d'être passé Merci dans de l'émission. m'inviter. C'était hyper intéressant, vraiment, je suis pas déçu.